Et par contre, pour en revenir à la romance, je crois que ce tome-là m'a le plus choquée en termes de scènes spicy. Je ne verrai plus les fleurs de la même manière. Voilà, ceux qui l'ont lu savent. Je pense que ça m'a traumatisée. Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et on va s'intéresser dans celle-ci à mes premières lectures de l'année 2026. Et je sais pas pour vous, mais moi j'accorde un petit peu d'importance à la première lecture de l'année. Et bien pour pas changer, je me suis retrouvée avec une panne de lecture. Donc un petit peu compliqué de commencer l'année, disons, avec des bonnes bases. Je ne sais pas pourquoi, j'étais peut-être dans un mauvais mood ou c'était les vestiges de la fin de l'Empire du Vampire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il s'est pas passé grand-chose. Donc j'ai mis un petit peu du temps, on va dire, avant de me remettre sur les bonnes routes, les bonnes voies, les bonnes charrettes. Je ne sais pas s'il y a une expression pour ça. J'avoue, je perds mes mots aujourd'hui. Dans tous les cas, j'ai quand même relativement quelques livres à vous présenter. Et franchement, pour la plupart, ce sont de belles surprises, sauf pour un où, franchement, j'en attendais beaucoup. Peut-être trop, je ne sais pas. Je me suis peut-être fourvoyée sur l'intention de ce livre, mais en tout cas, je l'ai dit, NF, ça a été une catastrophe. Et pour les autres lectures, ma foi, j'ai eu de très belles surprises, des livres où je n'attendais strictement rien, et qui ont su, m'attendrir, m'émouvoir, m'accompagner durant ce moment où c'était un petit peu fade dans ma vie, je ne sais pas. Trêve de blablatage, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelle a été votre première lecture de l'année. Je serais très curieuse de pouvoir remplir aussi ma petite wishlist, et je vous embarque tout de suite avec mes premières lectures de l'année 2026. Pour pas changer, je vais commencer avec les graphiques, et c'est une série pour l'instant de 4 mangas que j'ai dévoré et que j'ai reçu de la part des éditions Kana. Il s'agit de Onera, donc, que j'ai reçu en service de presse. Les 4 tomes concluent le premier arc de l'histoire et franchement, ça a été un véritable coup de cœur. Je m'attendais pas à autant aimer cette histoire et pourtant, je pense qu'on a su me prendre par les sentiments parce que c'est de la dark fantasy déjà et on va s'inspirer de nos peurs les plus profondes pour en créer des cauchemars vivants. Et pourtant, c'est pas le genre que j'apprécie le plus en manga. D'habitude, je suis plutôt tournée vers l'horreur et dans les webcomics, je suis plus dans un style très romancé et les côtés un petit peu, on va dire, shonen en mode combat, aventure et tout, j'aime plutôt les regarder en animé parce que les scènes de combat, j'ai du mal à visualiser ce qui se passe, j'ai du mal à voir, qu'est-ce qui se passe, où va le coup d'épée, à qui appartient ce membre qui vient de s'envoler. J'ai un petit peu du mal à discerner tout ça, donc je préfère les regarder en animé. Et là, pour le coup, incroyablement surprise, j'ai dévoré les 4 tomes en une soirée et c'est un véritable coup de cœur. Dans cet univers de médiéval fantasy, ces cauchemars prennent vie suite à une intention assez forte, que ce soit une ambition folle ou une peur très ancrée dans un personnage. Ils vont donc prendre vie, s'attacher à leur hôte et du coup aspirer un petit peu leur âme. Nous allons donc suivre le personnage de Aran qui est une épéiste surnommée malgré elle la Croque-Mitaine. C'est une sorte de mercenaire qui va combattre justement ces cauchemars. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus au niveau du résumé parce que justement dans les premiers tomes vous allez avoir pas mal de flashbacks qui vont vous aider à comprendre comment est le personnage de Aran, comment elle a eu ce surnom de Croque-Mitaine, comment elle en est venue aussi au jour d'aujourd'hui avec l'intrigue qu'on va suivre un petit peu sur les 4 tomes. Et j'ai adoré personnellement, gros coup de cœur pour l'ambiance, gros coup de cœur pour le bestiaire parce que vous avez une multitude de cauchemars, toutes avec leurs propres particularités, leur propre signification aussi. Et j'adore en fait toute la particularité au niveau de ce bestiaire et les manières différentes pour les combattre. Franchement, j'ai été absolument fascinée, j'ai adoré l'histoire. Surtout vous êtes avec des personnages qui sont bien adultes et il y a une relation assez, on va dire, de fan family qui se retranscrit au travers des tomes et j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la relation entre les personnages, j'ai adoré découvrir cette intrigue qui va nous tenir en haleine durant 4 tomes. Franchement, je vous recommande, si vous aimez ce style-là, foncez. Le deuxième arc est sorti, ou va paraître prochainement, je crois, et franchement, je vais carrément lire la suite. C'est vrai que pour les mangas, je suis pas trop dans ce style-là, justement, de combat, d'aventure. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt l'horreur, bien que cette sélection de graphiques va un petit peu me donner tort, surtout avec tout ce qui va avoir un attrait psychologie humaine. Et quoi de mieux de traiter la psychologie humaine qu'avec une secte, et j'ai lu du coup Smile, le tome 1, qui a été un tome très perturbant et très malaisant. J'ai adoré ce premier tome, je l'ai dévoré encore une fois. Je trouve que les sectes, pour moi, c'est un aspect qui me fait assez peur, que je trouve ça terrifiant parce que tout le monde peut tomber dedans à un moment ou un autre. Pour avoir regardé beaucoup de documentaires sur les dérives en fait des sectes, je trouve que c'est tellement facile de tomber dedans malgré nous en fait. Et c'est un peu ce sujet-là qu'on va traiter, il me semble en tout cas, dans
cette série de mangas. Tout d'abord, on commence avec un jeune journaliste qui est plutôt mal en point. On comprend qu'il est assez pessimiste, qu'il vit pas très bien en ce moment. Et un jour, il y a des démarcheurs qui vont se présenter à sa porte justement pour parler de Smile, un regroupement en fait, on va dire, de jeunes gens qui cherchent à trouver un peu d'espoir, un peu de joie de vivre, et tout ça au travers d'un seul concept, le sourire. Bien évidemment, il comprend tout de suite le journaliste que c'est des démarcheurs et que c'est une secte, donc ils veulent rien avoir à faire à ça, il leur claque la porte au nez, sauf que le mec, juste à temps, lui glisse son prospectus, et là ça va être le choc pour le jeune journaliste parce que il va voir sur l'image sa femme portée disparue. Et comme il n'espère rien d'autre que retrouver sa femme et justement la sortir de ses dérives sectaires, eh ben il va intégrer cette secte-là, il va se plonger dedans et en essayant de gravir les échelons pour la retrouver. Sauf que comme je vous le disais, c'est très facilement le piège dans ces cas-là, c'est de se retrouver soi-même manipulé. Et c'est un petit peu tout l'objet de ce premier tome, avec des dérives mais extrêmes, et on se rend compte justement que ça part très loin dans leur délire. Il y a des images qui sont très choquantes, j'adore les dessins, franchement, j'aime bien, il n'y a rien à dire dessus, mais par contre il y a certaines planches qui sont extrêmement violentes, donc ce n'est pas du tout à mettre entre toutes les mains, parce que vous allez avoir des scènes assez imagées, très gore aussi, donc vraiment très belle découverte pour le coup. J'ai été scotchée par cette histoire et ça me donne envie d'en savoir plus, donc je m'achèterai les autres tomes. Ma prochaine lecture graphique, c'est un manga qui a été une petite surprise dans ma boîte aux lettres parce que je l'ai pas demandé à la maison d'édition, mais Mana Books m'a envoyé le premier tome de Developers, donc j'en ai profité pour le lire. Je venais de faire quelques lectures assez sombres en manga, donc je me suis dit partons sur quelque chose d'un peu plus léger et joyeux. Et bah écoutez, ça n'a pas loupé. Dans cette histoire, nous sommes avec Ito qui vient tout juste d'intégrer une entreprise de jeux vidéo, sauf que lui, c'est quelqu'un de très passionné, il a envie de toucher un petit peu à tout, sauf que dans cette grande entreprise, eh ben, chacun est cantonné à son rôle et ne peut pas en dévier. Il va participer à un salon de jeux vidéo indépendant et il va faire la rencontre de la jeune demoiselle qui a un stand. Et en fait, c'est des démos qui sont en libre service, les gens peuvent jouer à cette démo et faire un peu leur retour aux développeurs. C'est ce qui va se passer pour Ito et cette jeune demoiselle. Et elle va être complètement scotchée par ses retours, et du coup elle va décider de lui proposer une collaboration pour développer ensemble le jeu vidéo. Cette histoire, c'est vraiment quelque chose d'assez léger, et surtout pour les amoureux du jeu vidéo. Alors j'aime bien jouer de temps en temps, mais je suis pas une grosse gameuse, et je pense que j'avais pas non plus tous les termes, parce qu'on va vous parler de roguelite, on va vous parler de plein d'autres termes qui sont propres aux jeux vidéo, et surtout au développement et au thème de jeux vidéo. Bref, en tout cas, nous sommes avec deux personnages qui sont très passionnés par le développement, très passionnés aussi par l'univers du jeu vidéo, et je pense que du coup ce manga plaira d'autant plus et parlera à des personnes qui sont un petit peu dans ce style-là aussi, ce qui n'est pas forcément mon cas. En tout cas, ça m'a fait rire, j'ai un petit peu teasé mon copain parce que je lui ai dit qu'il faisait mention de son jeu vidéo préféré dans le manga. J'espère qu'il le lira du coup. En soi, quand même, les dessins sont super sympas parce que vous allez avoir les planches qui sont plutôt réalisme de la vie quotidienne de nos développeurs, mais après vous avez des planches aussi qui vont représenter le jeu vidéo en lui-même, donc avec un style graphique absolument différent. Donc vraiment, je trouve que c'est quand même une belle découverte, ça reste assez original en mon sens, mais ça ne me parle pas en tant que moi, lectrice, donc je pense qu'il y a un autre public pour ça, je vais pas continuer. Et pour le dernier graphique que je vous présente, j'ai continué une série de webcomics que j'aime particulièrement, c'est d'ailleurs un de mes webcomics préférés, il s'agit du tome 3 de Morgana et Oz, c'est vraiment un petit bonbon, c'est un bijou ce webcomic, si vous ne connaissez pas, je peux que vous recommander de vous plonger dans cette histoire. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui sont parus, mais je suis sûre que vous pouvez trouver tout le reste de l'histoire sur les plateformes en ligne. Pour vous replacer un petit peu le contexte sur le premier tome, nous sommes avec Morgana qui fait partie d'une illustre famille de sorciers, et les sorciers sont en conflit avec le clan des vampires. Au premier tome, on a envie d'apaiser un petit peu les tensions, donc il y a un dîner qui est organisé chez la famille de Morgana, entre donc la famille de sorciers et le clan des vampires, histoire d'enfin faire la paix. Morgana, elle s'éclipse du dîner et elle fait la rencontre de Oz à l'extérieur, qui est un vampire qui montait la garde avec quelques collègues, sauf qu'au beau milieu de leur échange, ils entendent un énorme boom, il y a une explosion dans le dîner au cœur du manoir, et malencontreusement, dans la panique, Morgana va se sentir menacée et lancer un sort à Oz, le transformant en petit chat. Sauf que Morgana ne va pas être en capacité de revenir en arrière, ses pouvoirs font un petit peu ce qu'ils veulent, elle est incapable de se contrôler, donc pour retransformer Oz en vampire, ça va être aussi compliqué. Ça, c'était le premier tome, et on va un petit peu plus loin, c'est ça que j'aime bien avec cette histoire, c'est qu'on va être aussi sur des secrets de famille, on va être sur la découverte des pouvoirs de Morgana, comment elle va essayer de se démêler avec ce qu'elle connaît et les compétences qu'elle a pour essayer de retransformer Oz, et à côté de ça, il y a quand même une amitié qui se construit
construit entre les deux. Moi, j'espère clairement la romance, hein. Je les ship les deux à fond. J'ai trop envie qu'il se passe quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et c'est justement une relation naissante, une amitié qui se présente à nous et qui est extrêmement touchante, puisqu'elle va permettre aussi de rassembler deux clans rivaux. Et c'est un peu de ça que parle cette histoire, de tolérance, de bienveillance et de combattre les préjugés. Et j'adore franchement les dessins. Quand vous voyez la palette graphique qui est utilisée, mais moi je suis totalement à fond. Il y a un côté vraiment witchy. Vous avez déjà une très belle patte graphique, mais j'adore les personnages, comment ils sont dessinés. Franchement, une très très belle découverte ce webcomic, et je peux que vous recommander de partir à la découverte de Morgana et Oz. Je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. Et voilà, c'en est tout pour les graphiques. Maintenant, on va passer au roman, et j'en ai 3 en possession et 2 que j'ai lus au format numérique. Mais on va parler tout d'abord du DNF de cette vidéo, et je suis un petit peu triste parce qu'en plus de ça, c'est un cadeau d'un ami pour mon anniversaire, il me semble, et je suis trop deg parce que je l'ai pas du tout apprécié. Je pense que je me faisais une idée de ce livre-là qui n'est pas du tout ce qu'il est en réalité. Pourtant, j'ai vu passer quelques coups de cœur, j'ai vu passer des avis très positifs dessus, mais alors moi, ça l'a pas fait du tout. J'ai donc abandonné celui-ci. Il s'agit des Cendres divines, le premier tome, La route des ossements de Demi Winters. Je pense que ce livre est tout ce que je n'aime pas non plus en romantasy, dans la manière où c'est construit le personnage, dans la manière où ça arrive l'intrigue, où les relations se forment. Moi, j'ai trouvé ça pas du tout crédible, facile à un point où j'ai levé les yeux au ciel à de nombreuses reprises. J'ai pas du tout aimé ce roman. Dans cette histoire, nous allons suivre Scylla, qui est un personnage qui va voyager de ville en ville avec son père. On comprend qu'il change d'identité assez rapidement, donc on se pose la question de savoir s'ils sont pas poursuivis par quelque chose. Et en fait, un beau matin, son père lui dit à Scylla que ça y est, ils repartent, ils vont changer de ville. Et au beau milieu de la route, le moment où ils partent, en fait, ils se font attaquer par la garde. Il y a un combat qui s'enchaîne. Scylla apprend en fait que son père n'est pas vraiment son père et qu'il y a des secrets beaucoup plus importants qu'elle ne connaît pas en fait, et surtout que la reine la recherche. Son père va mourir dans la bataille, je ne vous spoile rien, c'est dans les premiers chapitres, et Scylla va vouloir donc rejoindre Coppa comme lui avait préconisé son père pour trouver un allié et être protégée. Sauf que la route des ossements, c'est pas un chemin de tout repos, et ce voyage va durer un mois entier. Elle a besoin d'aide donc pour traverser tout ça, et elle va se planquer en fait dans la charrette d'un groupe de mercenaires vikings. Et c'était pas la meilleure idée du siècle. Ça, on s'en doute. Justement, c'est là où il y aurait pu avoir pas mal de choses, où ça aurait pu devenir intéressant. C'est qu'on nous présente quand même le groupe de mercenaires comme des gens sanguinaires, qui sont très coriaces et qui aussi, mine de rien, sont redoutables et font peur à des gens, en fait. Donc, expliquez-moi pourquoi, dès qu'ils la voient, justement, dans la charrette, ok, il y a une discussion houleuse de 5 minutes en mode « qu'est-ce que tu fous là, on te fait pas confiance ?» et tous les autres, après, sont à sa botte en mode « oh, tu me fais penser à ma fille, tiens, un petit plaid pour te tenir chaud, tiens, un petit peu d'eau. » T'as l'autre aussi là-bas qui est en train de dire « oh là là, elle a des yeux magnifiques, elle est magnifique cette demoiselle, je vais en faire mon 4 heures. » Bon, écoutez, moi, ça m'a un petit peu saoulée, en fait, justement, que ça soit si facile pour elle de s'intégrer dans le groupe, qu'il n'y a pas plus de résistance que ça, à part d'un personnage principal, et il y a qu'un seul personnage où, justement, je trouve ça crédible, sa réaction, et j'aurais aimé que ça soit tout le monde pareil. Je trouve qu'elle se permet certaines choses auprès du groupe, où quand tu connais la réputation, tu fermes peut-être un petit peu ta bouche, tu réfléchis à 2 fois avant de dire des choses, avant de faire des choses aussi. Sauf que là, elle s'impose un peu beaucoup et j'ai l'impression que c'est trop facile, voilà, encore une fois. Et du coup, quand moi c'est trop facile, je trouve ça pas crédible au vu de ce qui nous est présenté à la base au niveau des personnages. Pareil, en termes d'intrigue, je trouve que ce voyage, pour l'instant, n'a aucun intérêt de ce que j'ai lu. J'ai abandonné à plus de la moitié. Je trouve que le voyage n'avait pas grand intérêt, il se passait pas grand-chose, à part un rapprochement entre les personnages, une romance qui arrive très rapidement, qui est pas du tout subtile non plus, et qui pour moi, n'est pas crédible, encore une fois, parce que le mec se tape tout ce qui bouge, et comme par hasard, d'un seul coup, il voit la meuf et il a des papillons dans le ventre. C'est un peu ça qui nous est présenté, je vous fais le résumé en gros. Et je crois que la cerise sur le gâteau, quand je me suis dit « je pense que tu vas abandonner Aurélie », c'est quand ils se retrouvent à devoir effectuer une certaine mission et qu'ils utilisent Scylla pour participer activement dans cette mission, et que ça n'a servi strictement à rien. Déjà, l'idée de base de comment elle aurait pu récupérer les informations
c'était nul. Franchement, il y aurait pu mieux faire quand même que juste faire ça. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel et ça ne veut pas dire que je critique vous, vos goûts, si vous avez aimé cette lecture. Et encore une fois, si il vous tente particulièrement déjà de base, essayez de le lire quand même, histoire de faire votre propre opinion. Moi, personnellement, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux construit en termes de personnages, d'intrigue et sur l'univers et l'ambiance viking qui nous est un petit peu dépeint. Parce que mine de rien, au niveau de la magie, je trouve qu'il y aurait eu grandement matière à faire parce que justement, on traque les personnes qui ont des pouvoirs magiques. Comme vous vous en doutez, s'il a un pouvoir magique. Donc il y aurait eu vraiment matière à faire des choses, mais quand je suis arrivée à plus de la moitié du roman, où j'ai trouvé que c'était un peu que des frivolités et qu'il n'y avait pas d'intérêt, j'ai préféré justement arrêter ma lecture. Le prochain titre, je l'ai lu en format numérique, et en fait je me baladais comme ça, je sais plus où, je suis tombée sur cette affiche, et je me suis dit, tiens, on dirait une réécriture de Baba Yaga, et je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je fais un focus sur ce conte slave, je crois, et j'ai envie de lire des réécritures de Baba Yaga, et je suis tombée dessus, donc c'est La sorcière au fond des bois de Merima, pas du tout, Merima Elstrom, si je prononce bien. C'est de l'auto-édition et je pensais que c'était un roman, en fait j'ai pas fait gaffe au nombre de pages, mais c'est une courte nouvelle de 150 pages à peu près, donc je l'ai dévorée en une soirée. Je dirais pas que c'est de l'horreur, mais on est plus sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus thriller fantastique, ou plutôt fantasy thriller, j'en sais rien au niveau des genres, vous savez que c'est pas du tout mon fort. En tout cas, on n'est pas forcément sur de l'horreur, mais on va traiter d'un sujet extrêmement violent. C'est justement le cas des violences conjugales, familiales et de la maltraitance d'enfants. Donc attention à ces trigger warnings si vous êtes justement assez sensible à ces sujets. C'est pas détaillé ces scènes-là, donc soyez un peu tranquille à ce niveau-là, mais ça fait quand même mal au cœur. Dans cette histoire, nous allons suivre Grégory, qui est le capitaine de la garde royale et qui entretient une relation adultère avec la femme du maire. Déjà, ça partait un petit peu mal quand même, il aurait dû s'en douter. Et surtout que le maire, en fait, est un homme extrêmement violent envers sa femme et son enfant. Il y a aussi un petit peu une part d'ombre qui plane au-dessus de la ville, c'est qu'il y a eu pas mal de disparitions d'enfants qui sont transportés au beau milieu des bois et on accuse la sorcière au fond des bois, justement, d'enlever ses enfants. Un beau jour, il y a la petite, justement, de son amante qui est portée disparue. Tout le monde accuse la sorcière au fond des bois, alors Grégory va prendre quelques hommes avec lui et ils vont partir dans la forêt à la recherche de l'enfant disparu. Mais il se peut qu'au fond des bois, ils fassent des rencontres assez perturbantes. Ce livre-là, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais encore une fois, mais ça a été franchement une belle découverte, un roman assez court que j'ai dévoré au cours de la soirée, perturbant parce qu'on va parler, comme je vous disais, de violence, donc ça fait vraiment de la peine. J'ai bien aimé l'aspect qu'on donnait à cette sorcière-là, comment on l'a traitée dans cet ouvrage et comment on a voulu lui donner un poids justement dans les violences conjugales et la maltraitance d'enfants. C'était intéressant de retracer justement cette histoire-là et de voir un petit peu comment les fils étaient en train de se dénouer. C'était une histoire franchement sympa, très émouvante quand on part à la rencontre de ces personnages, qu'on essaie de comprendre aussi leur passé parce que c'est ça qu'on va essayer de retraduire aussi au travers du personnage de Grégory, c'est comprendre ce qui s'est passé aussi lui dans son passé pour qu'il en arrive là où il en est aujourd'hui. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur cette histoire-là, mais ça a été quand même une lecture assez intéressante qui se dévore et qui est très poignante aussi. Pour le titre suivant, c'est une suite de sagas. Personne ne sait pourquoi je lis cette saga-là. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je continue cette saga-là, et pourtant, je suis en train de dévorer les tomes. J'ai lu le tome 3 de The Beast of the Briar, donc de Elisabeth Hélène. C'est un roman qui va se concentrer sur deux tropes en particulier, on va dire. Le premier, c'est la personnification des saisons. Donc vous allez avoir un prince fée en fonction des saisons, un royaume qui lui est associé aussi. Et le deuxième trope, c'est le trope du harem inversé. Donc une jeune fille qui a plusieurs mâles à disposition. Je pourrais pas le dire autrement par rapport à cette histoire. Dans le tome 1, nous sommes plus sur une réécriture de La Belle et la Bête avec énormément de clins d'œil au dessin animé, avec ces princes faillés aussi qui se transforment en loups à la nuit tombée et qui doivent trouver l'élu de leur cœur pour briser la malédiction. Et si on peut tout à fait justifier le fait que je me suis laissée embarquer dans le tome 1 en raison des tropes, la suite, m'a étonnamment surprise parce qu'on va se concentrer sur chaque royaume en particulier et les problématiques que rencontre ce royaume justement. Donc je trouve ça finalement assez intéressant dans le fond. Le tout est centré par une histoire de polyamour même, parce que c'est pas juste un harem inversé, c'est une histoire de polyamour carrément. Je suis pas très en phase avec les harems inversés, je ne lirai pas. Ça sera le seul et unique livre que je lirai là-dessus, je pense. Je ne juge pas encore une fois les gens qui sont en polyamour, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie et de ses fesses. Mais bon, je me perds un petit peu dans mes explications, en même temps ça va dans tous les sens.
littéralement. Le prince du printemps, c'est peut-être celui avec lequel j'ai le moins d'affinité parce que c'est un personnage qui est très stoïque, toujours hyper droit, carré et qui est un peu en retrait par rapport aux autres. Disons qu'il se mêle pas forcément avec tout le monde et c'est pour ça que j'ai du mal à m'attacher avec lui. Par contre, l'intrigue qui se concentre sur son royaume, je l'ai trouvé franchement sympa, avec mine de rien la découverte de ses us et coutumes, notamment avec les valeurs que porte son peuple et le pourquoi du comment les gens de la famille royale doivent porter un home en toute occasion. Voilà, il y a absolument aucun moment où ils peuvent retirer leur home à part en famille. Donc voilà, finalement, je me laisse assez surprendre par l'intrigue de fond et par la découverte de ces royaumes. Et par contre, pour en revenir à la romance, je crois que ce tome-là m'a le plus choqué en termes de scènes spicy. Je ne verrai plus les fleurs de la même manière. Voilà, ceux qui l'ont lu savent. Je pense que ça m'a trauma. Ça m'a aussi trauma l'autre ce qu'il fait avec son bâton de glace. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais je vous jure, ça m'a traumatisée. Et ouais, pour la romance, en fait, on n'est pas que sur un trope de harem inversé, on va vraiment parler de polyamour pour le coup. Mais mine de rien, je trouve que ça a assez des facilités, ce genre de trope, en fait, dans les romans, parce que oui, vous choisissez pas, du coup, c'est hyper simple. Ça crée pas de tension, ça crée pas de challenge ou quoi que ce soit, de sentiments un petit peu compliqués. Non, c'est hyper facile en fait au niveau de la relation. Et bien en plus de ça, je trouve que la protagoniste principale, elle commence à me taper sur le système. On finit le tome 3 en plus en mode waouh, telle révélation, et puis il y a ça aussi comme révélation, et puis à la fin tu termines avec ça. Mais j'avais envie de lui dire les 3 révélations, mais on le savait depuis le tome 1, il y a que toi qui l'as pas vu, bichette en fait. Je vais me détendre quand même, je suis en train de m'emballer. Donc vous allez me poser la question, mais Aurélie, pourquoi tu continues? Je sais pas. Mais je continue. J'ai le tome 4 à lire, du coup, voilà. Je sais pas. C'est peut-être le prince des épines qui me fait de l'effet et qui me tient en haleine jusqu'au bout. Je l'aime bien, ce garçon. Voilà. Il est assez sympathique, il a une répartie que j'aime bien, un côté un peu désinvolte aussi qui, écoute, matche bien avec moi. Écoutez, je me suis laissée avoir par ses épines. Voilà, on va dire ça comme ça. On arrive maintenant à l'avant-dernier livre. Là aussi, ça a été franchement une belle découverte. Je m'en attendais pas grand-chose et finalement, j'ai été assez surprise. Il s'agit du premier tome de Magie et Sentiments de Isa Medina, Petit Pépin et autres sortilèges. Je me mélange des fois, je dis autres pépins, petits sortilèges, bref. C'est même pas ça en plus le titre, qu'est-ce que je dis? Petit Pépin et autres sorcelleries. J'aime bien le jaspage, je le trouve trop mignon, la couverture aussi. Et là on va être sur une cozy mystery paranormale. Je connaissais pas trop le terme, j'en ai jamais lu je crois, c'est le tout premier. Et on peut se lancer dans le débat de savoir si c'est vraiment une cozy mystery. Pour vous parler un petit peu du contexte, nous sommes avec Hope qui vient tout juste d'emménager dans une petite ville en récupérant la boutique de sortilèges d'une vieille dame qui est décédée. En règle générale, à la vue de tous les humains, cette boutique est considérée plutôt comme un salon de thé, mais elle vend aussi aux créatures magiques des potions, des sortilèges, etc. Elle peine à se faire une place dans la ville, disons que tout le monde regrette la vieille mamie qui était juste avant, donc c'est pas évident de passer après ça. Elle souffre tout le temps de cette comparaison, et ça va pas être évident non plus quand elle va découvrir un beau matin un cadavre dans sa baignoire. Il y a mieux pour se faire des relations. Prise totalement de panique, elle va appeler les autres instances magiques, sauf que quand ils vont arriver sur place, le cadavre a disparu. Cadavre qui réapparaît une fois qu'elle est toute seule. Bah oui, ça serait trop simple sinon. Et c'est là où je dis que le côté cozy mystery peut un peu porter à confusion parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquête. Je trouve que Hope va tout simplement subir un petit peu les événements et essayer de faire avec et s'en sortir par elle-même. Donc notre chère Hope, voilà, elle va commencer à se faire un petit peu des idées, elle va commencer à essayer de trouver un petit peu sa place dans la vie tout en essayant de comprendre ce qui est arrivé à cet homme qui a été retrouvé mort dans sa baignoire. Et pour cela, elle va solliciter l'aide de Ian, qui est un loup-garou qui ne fait pas partie de la meute et qui est un ancien chasseur de primes. On peut se dire directement que la romance va être avec lui, sauf que, sachez que cette romance n'est absolument pas présente dans le premier tome, peut-être pour la suite, et ça m'a assez surprise parce que quand j'ai vu 3 feux sur 4 en mode, une fois que je l'avais dans ma bibliothèque, je me suis dit, oula, peut-être que ça va pas me plaire, il y a 0 scène spicy. Je pense que c'est peut-être une erreur d'impression parce que vraiment il y a rien du tout. Il n'y a pas de romance qui se dessine non plus entre les deux personnages. On se doute que ça va être avec lui parce que ça nous met un petit peu la puce à l'oreille, mais c'est pas vraiment marqué. Donc pour ceux qui n'aiment pas la romance, je peux vous recommander de découvrir celui-ci. J'ai bien aimé l'aspect magique aussi qui va se concentrer autour notamment des potions, du pouvoir de l'intention, et cette jeune fille qui va arriver dans une ville totalement inconnue et qui veut bien faire, qui est pétillante, souriante, mais qui va être confrontée à cette comparaison constante avec cette vieille mamie. D'un côté, ça m'a fait un petit peu de la peine, et de l'autre, c'est un personnage qui est tellement solaire. Moi, elle m'a fait chaud au cœur, j'ai bien aimé ce personnage-là, elle m'a bien fait rire. Par contre, on n'est pas vraiment sur une enquête, voilà. Elle va un peu subir les événements et essayer de trouver des alliés là où elle peut en avoir. Dès le début, je me suis fait mes petites hypothèses, elles se sont avérées juste pour la plupart. Donc c'est pas non plus une intrigue qui va vous retourner le cerveau
cerveau, c'est assez prévisible, mais mine de rien, 300 pages comme ça se dévore, c'est assez plaisant, j'ai passé un très très bon moment. Et ça me donne très très envie de découvrir la suite pour le coup. Et enfin, on termine avec la toute dernière lecture, et en vrai, je m'attendais à rien dessus. Pour vous dire, en fait, j'étais dans ma petite panne de lecture en début d'année, j'ai lu quelques graphiques, et après je me suis dit, bon, va pas te mettre sur un roman où tu attends beaucoup et au vu de ta situation actuelle où tu sais pas trop ce que tu veux dans la vie, j'exagère un petit peu, je savais pas trop ce que je voulais dans mes lectures. Je me suis juste dit, bah, va pas te diriger vers des livres où tu prédis peut-être des très bonnes lectures, va sur quelque chose où tu t'attends à rien et découvre. Et ben franchement, méga coup de cœur, ça a été addictif comme pas possible. J'ai lu du coup La sorcière de Sandfield de Sharon Lynn Fisher qui m'a été envoyée de la part des éditions Sabran. C'est une réécriture de Charlotte Brontë, son œuvre c'est Jane Eyre. Et franchement, je m'attendais à rien, et ben pour le coup, ça a été une lecture absolument passionnante qui a réuni pas mal de points que j'aime. Dans cette histoire, nous allons y suivre Jane Eyre, qui est notée un petit peu différemment par rapport à l'œuvre originale, qui mène une vie paisible en tant qu'institutrice à l'école pour jeunes filles de Lowood, qui est en fait aussi une école un petit peu de sorcières. Et un jour, son directeur va recevoir une lettre d'un haut noble qui cherche à recruter une sorcière pour résoudre un petit problème dans son manoir. Et c'est bien sûr Jane Eyre qui va s'y coller et qui va se rendre dans la demeure de Monsieur Rochester, une demeure qui semble potentiellement hantée. Comme vous en doutez, dans cette histoire, nous sommes avec une enquête tout d'abord, et ça j'ai adoré découvrir ça. Alors on n'est pas sur une enquête aussi où la jeune femme elle va être vraiment investigatrice, où elle va commencer à chercher, à aller retourner des secrets de famille, des trucs comme ça. Non, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus subtil, où on va essayer de comprendre les phénomènes paranormaux qui se passent, parce qu'on ne sait pas si c'est parce que la famille est maudite, si le manoir est maudit, s'il y a un fantôme, si c'est une créature magique qui hante les lieux. On sait pas trop, voilà ce qui se passe, donc c'est ça qu'elle va chercher à déterminer dans un premier temps, et pour ça, elle va commencer à interroger, on va dire, les domestiques. Donc cette partie un petit peu enquête comme ça, j'ai bien aimé, c'est assez subtil, il n'y a pas vraiment la jeune fille qui se prend, ça y est, pour un agent de police et qui va retourner toute la baraque. Non, j'ai bien aimé, ça reste quand même crédible. En plus de ça, vous avez la sorcellerie qui est extrêmement présente, mais en prenant un aspect de la sorcellerie autour des plantes, le côté un petit peu herboriste aussi. J'ai adoré en fait le pouvoir de l'intention en fait qu'on met quand on fait ces petits potions, ces petites potions, ces petites soupes, voilà, tisanes et autres. J'ai adoré cet aspect-là en fait qui s'ancre un peu plus dans le réalisme, surtout qu'elle est extrêmement présente, donc c'est cool parce que on nous vend de la magie et une sorcière, et on nous intègre ça, mais en partie prenante justement de l'intrigue, donc j'ai adoré. Et enfin, ce que j'ai bien aimé, c'est bien sûr la romance, qui n'est pas essentielle, c'est vraiment un petit plus à côté, mais ce que j'aime bien aussi avec les romances d'époque comme ça, c'est que c'est assez chaste, c'est très respectueux, c'est tout dans la retenue et dans la finesse, on utilise un peu de poésie pour courtiser l'autre, et c'est très romantique, je trouve, et donc c'est ce qu'on va retrouver finalement. C'est un amour un petit peu impossible parce que vous avez la différence de classe sociale, donc c'est pas quelque chose qui va être au plan central, et j'ai bien aimé moi ce qui s'est dessiné au niveau de la romance, encore une fois pas du tout central, donc on va vraiment être concentré sur comprendre ce qui se passe au niveau du manoir, au niveau de la famille Rochester. Donc franchement très très bonne lecture, j'ai adoré, j'ai pas forcément eu beaucoup de hypothèses au cours de ma lecture, et le retournement de situation à la fin, bon on commençait à le comprendre, mais c'est parti sur un truc où bah franchement moi j'ai bien aimé le parti pris, j'ai bien aimé le dénouement de l'histoire, et ça a été une chouette lecture. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman, comme quoi des fois on s'attend à rien, et ben finalement ça devient une merveilleuse lecture. Donc je peux que vous recommander de les découvrir, par contre c'est sûr que c'est une lecture automnale à souhait, parce que vous avez ce manoir lugubre, brumeux, potentiellement hanté, avec des phénomènes un peu bizarres. Donc clairement une lecture pour l'automne, mais réservez-le, je pense que dans tous les cas, il fera partie de ma sélection de mes favoris de cette année. Et voilà les arcanes, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre première lecture de l'année 2026. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je vous invite à mettre un petit emoji d'une maison pour représenter le manoir qu'il y a dans La sorcière de Sandfield. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!